Aujourd'hui, on continue notre plongée dans cette philosophie et on va aborder une sensation qui est totalement universelle dans notre monde moderne. Ce sentiment d'être constamment en mouvement, perpétuellement débordé, d'avoir des journées remplies à la minute près, mais avec cette impression tenace de faire au final des progrès d'un millimètre dans 1 million de directions différentes. Ouais, c'est exactement ça. On court, on s'épuise, mais on a l'impression de faire du surplace. Et cette dissonance, c'est vraiment l'un des plus grands défis de notre époque. C'est fou parce que l'esprit humain est une machine formidable, non? Ah, mais absolument. Sauf qu'il possède une vulnérabilité assez singulière. En fait, il a tendance à confondre l'agitation mécanique avec l'accomplissement réel. D'accord, je vois très bien. Et notre but ici, dans cette exploration, c'est de tracer une ligne de démarcation très nette entre le fait de faire plus de choses et la discipline radicale qui consiste à ne faire que les bonnes choses. Ouais, et d'ailleurs, dans les textes qu'on analyse aujourd'hui, il y a cette citation du philosophe Ling Yutang qui pose vraiment le décor d'entrée de jeu. Il affirme que la sagesse de la vie consiste en l'élimination du non essentiel. C'est très beau. C'est magnifique, oui. Mais sur le papier, ça ressemble juste à un bel aphorisme un peu apaisant, tu vois. Parce que transposer cette idée dans la violence et la complexité du monde professionnel d'aujourd'hui, ça semble presque contre-intuitif. Que c'est justement dans ce milieu hyper compétitif que le concept prend toute sa puissance. Prends l'un des cas d'études centraux. Il s'agit d'un cadre supérieur dans la Silicon Valley, on va l'appeler Sam Elliott. Ok, Sam Elliott. Voilà. L'entreprise de Sam venait d'être rachetée par une immense structure extrêmement bureaucratique. Et Sam s'est retrouvé face au dilemme classique du nouvel arrivant. Il voulait prouver sa valeur, montrer qu'il était un joueur d'équipe. Ce qu'on appelle souvent un bon citoyen d'entreprise, quoi. Exactement. Donc sa stratégie pour survivre et s'intégrer, ça a été de dire oui à absolument toutes les requêtes. En même temps, c'est une réaction humaine tout à fait compréhensible. Nous sommes des créatures sociales. Et dans un nouvel environnement, notre cerveau assimile le refus à un risque de rejet par la tribu. On ne veut pas être le mouton noir. Bien sûr, mais le problème, c'est que cette stratégie d'hyper-disponibilité a des conséquences biologiques et professionnelles désastreuses. À quel point? Eh bien, en acceptant d'assister à toutes les réunions inutiles, de faire partie de dizaines de comités périphériques et de répondre à des chaînes d'emails interminables, son niveau de stress a crevé le plafond. Et la qualité intrinsèque de son travail s'est totalement effondrée. Donc le contraire de ce qu'il cherchait à faire. C'est ça l'ironie. En voulant être utile à tout le monde, il a fini par se spécialiser dans des activités totalement mineures, son travail a perdu tout son sens et il a fini par frustrer la hiérarchie même qu'il essayait désespérément de satisfaire. La situation est devenue tellement critique que l'entreprise lui a carrément suggéré de prendre une retraite anticipée. Attends une minute. L'entreprise lui demande de partir précisément parce qu'il a trop essayé de leur faire plaisir. Non mais c'est une ironie tragique. Ouais, c'est fou. Et c'est là que l'histoire bascule. Sam, il est dans la cinquantaine, il refuse de terminer sa carrière sur un échec, donc il consulte un mentor qui lui propose un changement de paradigme radical. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le conseil de ce mentor, c'est reste dans l'entreprise, mais à partir de demain, agis exactement comme si tu étais un consultant indépendant, engagé en secret. Waouh! Engagé en secret? Ouais. Ne fais que ce qui est jugé absolument essentiel pour ta mission première et ignore délibérément tout le reste. Alors là, je me mets à la place de ceux qui nous écoutent. Et il y a une alarme qui se déclenche. C'est une super belle histoire pour un cadre supérieur qui a peut-être un filet de sécurité financier. Mais pour un employé normal, adopter cette attitude du jour au lendemain, Ignorer des requêtes, tout ça. voilà, refuser des réunions, ça ressemble à un aller simple vers un licenciement pour faute grave. Comment on peut appliquer ce conseil sans se saboter purement et simplement? Je comprends l'objection. Mais l'astuce ne réside pas dans l'insubordination agressive ou la paresse. Il ne s'agit pas de dire «non, j'ai pas envie de faire ça». Il s'agit de changer son critère d'évaluation. C'est-à-dire? Sam n'a pas commencé à insulter ses collègues, hein. Il a simplement remplacé sa question par défaut qui était «Est-ce que j'ai le temps de faire ça?» par une question beaucoup plus exigeante. Laquelle? Est-ce la chose la plus importante que je devrais faire en ce moment précis pour apporter une valeur réelle à l'entreprise? Et il a commencé par de toutes petites victoires. Une réunion où il savait qu'il n'avait aucune valeur ajoutée, il déclinait poliment en proposant d'envoyer ses notes. Une boucle d'emails stérile, il s'en retirait. Ah, je vois. Il a donc arrêté de confondre sa simple présence physique avec sa véritable contribution. Exactement.
Et les résultats parlent d'eux-mêmes. En libérant son esprit de ce bruit ambiant, Oui. il a pu allouer toute son énergie cognitive aux quelques projets qui faisaient vraiment avancer la boîte. Et il s'est pas fait virer, du coup. Loin de là. Il a regagné le respect de ses pairs parce que son travail est redevenu excellent. Ses évaluations annuelles ont explosé. Il a obtenu l'un des plus gros bonus de toute sa carrière. Et, détail non négligeable, il a recommencé à rentrer chez lui à une heure décente. C'est génial. Ce parcours, en fait, ça me fait immédiatement penser à une analogie visuelle très concrète. La taille d'un arbre fruitier. Oh, j'aime beaucoup cette image. Vali. Quand on observe un arbre que l'on laisse pousser de manière totalement sauvage, son énergie vitale, sa sève, se disperse dans une myriade de petites branches qui partent dans toutes les directions. Ouais, ça part un peu dans tous les sens. C'est ça. Le feuillage est peut-être super dense, mais les fruits finissent par être petits, amers, et parfois même le poids de toutes ces ramifications inutiles fait craquer le tronc. C'est une métaphore parfaite de l'épuisement professionnel. Exactement. En revanche, si le jardinier intervient et coupe sans aucune pitié les branches superflues, la dynamique change. L'élagage, c'est pas une amputation ou une perte, c'est une réorientation intentionnelle de l'énergie de l'arbre. Et la sève se concentre. Voilà, elle se concentre dans les branches principales qui deviennent incroyablement robustes et produisent des fruits de très haute qualité. Et cette image de l'élagage végétal, c'est vraiment le fondement même de ce qu'on appelle la philosophie de l'essentialisme. D'ailleurs, on en retrouve une application spectaculaire dans des domaines hyper inattendus, comme le design industriel. Le design industriel, c'est-à-dire? Le cas de Dieter Rams est fascinant à cet égard. C'était le designer en chef de la célèbre marque Braun pendant des décennies. Ah oui, Braun, les appareils électroménagers et tout ça. Ouais, et l'approche de Rams reposait sur un constat psychologique lourd. Notre environnement est saturé de bruit, visuel et fonctionnel. Son travail à lui, c'était pas d'imaginer des ajouts esthétiques, mais de filtrer impitoyablement ce bruit pour ne garder que l'essence d'un objet. C'est lui qui est derrière le design révolutionnaire de leur tourne-disque dans les années 50, non? Parce qu'à l'époque, les équipements audio, ça ressemblait à d'immenses commodes normandes, avec de lourds couvercles en bois massif. C'était intimidant, c'était hyper complexe. C'est tout à fait ça. Et le génie de Rams a été d'appliquer cet élagage. Il a retiré le bois, il a supprimé les fioritures inutiles, les cadrans superflus, et il a protégé le mécanisme avec un simple couvercle en plastique transparent. Waouh, il a vraiment réduit l'objet à sa fonction pure. Absolument. La direction de Braun était terrifiée à l'idée de commercialiser un objet si dépouillé. Ils avaient peur que les consommateurs ne le trouvent pauvre. Mais au contraire, cette clarté a réduit la charge cognitive des utilisateurs. Et ça a cartonné? L'objet est devenu un standard mondial. Il est étudié encore aujourd'hui et Dieter Rams résumait sa démarche par 3 mots allemands très simples. Weniger, aber besser. Moins, mais mieux. Moins, mais mieux. Tu sais, on touche là à une immense contradiction. Laquelle? Si cette approche d'élagage, ce moins mais mieux, s'avère si redoutablement efficace pour relancer une carrière comme celle de Sam, ou pour créer des designs qui marquent l'histoire, pourquoi c'est une lutte de tous les instants pour l'appliquer? C'est la vraie question. Pourquoi notre cerveau semble-t-il programmé pour toujours privilégier l'accumulation et dire oui à tout? Pour le comprendre, en fait, il faut observer comment la psychologie humaine interagit avec la pression sociale immédiate. Le cerveau humain est fondamentalement conçu pour éviter le conflit à court terme. Donc on esquive le malaise. C'est ça. Dire non, ça implique une confrontation sociale, une déception potentielle dans le regard de l'autre. On est donc biologiquement enclin à sacrifier nos priorités à long terme, simplement pour éviter 30 secondes d'inconfort social. C'est terrible quand on y pense. Et l'auteur des textes que nous étudions partage une anecdote personnelle qui illustre ce piège d'une manière assez douloureuse. Oui, l'histoire de l'hôpital. Exactement. Plantons le décor, on est un jour d'hiver dans l'enceinte d'un hôpital. C'est un moment qui, dans toute vie humaine, devrait être absolument intouchable. La femme de l'auteur vient tout juste de donner naissance à leur fille, un bébé en parfaite santé. Un moment magique, normalement. Elle est épuisée, allongée dans son lit, le nouveau-né dans les bras. C'est l'instant précis où le temps devrait s'arrêter. Et pourtant, au milieu de cette scène, l'auteur est physiquement là, mais mentalement absorbé par l'écran de son téléphone. Le triomphe de la fausse urgence sur l'importance véritable. Totalement. Il reçoit à cet instant un email d'un collègue concernant une réunion client prévue le vendredi suivant, et le message dit à peu près ceci: « Ce serait vraiment un très mauvais moment pour avoir un bébé, parce que j'ai impérativement besoin de toi à cette réunion. » L'absurdité de la demande est totale. Mais on est d'accord, on pourrait s'attendre à ce qu'il éteigne son téléphone, qu'il le jette par la fenêtre, mais la pression sociale opère. Il ressent ce point visible, cette peur de décevoir le milieu professionnel. Et le pire scénario se produit.
Il capitule. Ouais. Il laisse sa femme exténuée et son bébé de quelques heures à la maternité. Et il se rend à cette fameuse réunion. C'est glaçant. Surtout que la conclusion de cette histoire révèle la futilité absolue de son sacrifice. Oh, meurt cauchemar aussi. Qu'est-ce qui se passe à la réunion, hein? En arrivant, loin d'être accueilli en héros du dévouement corporatif, il réalise que les clients le regardent avec un mélange de malaise et de pitié. Sa présence est jugée totalement inappropriée étant donné les circonstances familiales. Et pire encore, la réunion elle-même ne débouche sur aucun résultat concret. À l'enfer. C'est un gâchis total. C'est ça. Mais la leçon qu'il tire de cette expérience, elle est d'une lucidité brutale. Il réalise que, et c'est une citation clé, « Si on ne priorise pas sa propre vie, quelqu'un d'autre s'empressera de le faire à notre place. La nature a horreur du vide et notre agenda aussi, en fait. Complètement. Si on ne décide pas de ce qui est vital, nos collègues, nos algorithmes, la société, ils vont le remplir de choses triviales. » Et ce constat nous pousse vraiment à analyser l'environnement dans lequel on évolue. Pourquoi des individus brillants et rationnels tombent dans ce panneau que? Les recherches identifient ce qu'on pourrait nommer la tempête parfaite du non-essentialisme. La tempête parfaite, c'est basé sur quoi? C'est une dynamique propulsée par 3 facteurs systémiques. Le premier, c'est une anomalie historique, l'abondance vertigineuse des choix. Ah, ça oui. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, une grande partie de la population dispose d'un nombre infini d'options, que ce soit la carrière, le divertissement, les engagements sociaux. Or, les neurosciences nous montrent que notre cerveau n'a pas évolué pour traiter autant de données. Donc ça crée une forme de surcharge. Exactement. Chaque petite décision qu'on prend dans une journée consomme du glucose, de l'énergie mentale. Et cette surabondance entraîne une fatigue décisionnelle très réelle. Arrivé à un certain point, le cerveau épuisé cherche le chemin de la moindre résistance. Et devine ce qu'est ce chemin? C'est dire oui à tout. Voilà. Presque toujours. Ce premier facteur pose un terrain hyper glissant. Et il est immédiatement aggravé par le deuxième point, qui est notre hyperconnexion. Les smartphones nous inondent pas seulement d'informations, ils nous exposent en permanence aux attentes des autres. Oui, la barrière pour exiger l'attention de quelqu'un a disparu. C'est clair, chacun a un accès direct à notre poche pour nous signifier ce sur quoi on devrait se concentrer. C'est la peur constante de l'exclusion, le fameux FOMO, qui nous maintient en état d'alerte. Et c'est ça qui nous conduit au troisième facteur, qui est plus philosophique, c'est le mythe contemporain qui stipule qu'on peut tout avoir et tout faire. Ah, ce fameux mythe. Et l'évolution du vocabulaire illustre ce basculement mental de manière spectaculaire. Si on retrace l'histoire du mot « priorité », c'est édifiant. Le mot fait son apparition dans les langues anglaises et françaises vers le XVe siècle, et à l'origine, et durant près de 500 ans, ce mot n'existait qu'au singulier. Attends, vraiment? Oui. Il n'y avait pas de pluriel du tout? Non, la priorité désignait l'unique chose première, l'élément absolu qui devait précéder tout le reste. C'est dingue. Donc il a fallu attendre l'ère de l'accélération industrielle, au XXe siècle, pour qu'une mutation complètement absurde se produise. L'humain a commencé à parler de priorité avec un S. Voilà. On a littéralement forcé le langage en pensant qu'il suffisait de rajouter un S à la fin d'un mot pour plier la réalité du temps et de l'espace. Mais c'est une illusion totale. Je veux dire, quand un dirigeant s'adresse à ses équipes pour annoncer « voici nos 5 priorités majeures du trimestre », en fait, il donne aucune directive claire. C'est même pire. Il garantit l'éparpillement des ressources. Le cerveau humain ne peut pas exécuter 5 toutes premières choses simultanément. C'est mathématiquement impossible. En refusant de faire le travail difficile de choisir la vraie priorité, on délègue par défaut les compromis vitaux. Et ces compromis, ils se feront invariablement au détriment de la santé, de la famille ou de la qualité du travail. Ce diagnostic sociétal, il est vraiment frappant. La question qui se pose logiquement maintenant, c'est comment on inverse la machine. Parce que l'erreur classique, ce serait d'imaginer que c'est juste une technique de développement personnel où il faut dire non à des invitations de façon aléatoire. Alors que pas du tout. Les sources décrivent plutôt un modèle rationnel, une discipline systématique. Et l'analogie la plus parlante pour visualiser ce système, c'est celle de la garde-robe. La penderie. Ouais. Imaginons une penderie. Si on n'applique aucune conscience à sa gestion, qu'est-ce qui se passe? Elle se remplit insidieusement. Exactement. On garde un vieux t-shirt en souvenir, on achète un pull en solde par impulsion, on garde des vêtements devenus trop petits, au cas où. Et au bout de quelques années, la penderie déborde, mais on a toujours le sentiment de n'avoir rien à se mettre. C'est l'histoire de ma vie.
C'est ça. Et notre vie professionnelle, nos engagements, notre agenda, ça subit exactement la même entropie si on vit par défaut. Les obligations s'entassent. Du coup, pour sortir de cette entropie, la démarche s'appuie sur un système en 3 étapes, c'est bien ça? Tout à fait. 3 étapes incontournables. La première, c'est explorer et évaluer. Mais attention avec des critères d'une grande sévérité. Comment ça? Devant une penderie encombrée, la question habituelle c'est est-ce qu'il y a une infime chance que je porte ce vêtement un jour? Si on pose cette question, le cerveau répondra toujours oui. Donc la discipline impose de changer la question. C'est plutôt est-ce que j'adore ce vêtement? Est-ce que je me sens exceptionnellement bien quand je le porte? Ah oui, le standard est hyper élevé. Et en imposant ce standard, la décision redevient évidente. Et la transposition de cette rigueur dans nos vies, c'est vertigineux. Au lieu d'analyser une demande de projet en se disant « Est-ce que cette opportunité semble intéressante ?», à l'ISIGNE, le filtre devient « Est-ce que cette activité précise apporte la plus haute contribution possible à mon objectif fondamental ?» C'est la règle des 90%. Si une option n'atteint pas 90% de tes critères d'importance, elle vaut 0. Ça doit devenir un non définitif. C'est radical. Et une fois l'évaluation faite, le système nous amène à la deuxième étape, qui est d'éliminer. Et c'est souvent la plus douloureuse. À cause du fameux biais des coûts irrécupérables, non? Absolument. L'aversion à la perte. La recherche montre qu'on accorde systématiquement plus de valeur à une chose simplement parce qu'on la possède ou parce qu'on y a déjà investi du temps. C'est l'effet de dotation. Notre ego s'y attache. Du coup, comment on court-circuite cette faille émotionnelle? La stratégie propose une petite gymnastique mentale. Face à ce vieux pull qu'on n'ose pas acheter, on s'oblige à demander « si je ne possédais pas déjà ce pull, combien serais-je prêt à dépenser de ma poche aujourd'hui même pour l'acquérir en magasin ?» Hein, c'est malin. Ce changement de perspective brise l'attachement émotionnel. Ouais. Et appliqué à notre emploi du temps, la question devient « si je n'étais pas déjà empêtré dans ce comité stérile, combien d'heures de mon temps libre serais-je prêt à sacrifier aujourd'hui pour supplier d'y participer ?» Et très souvent, la réponse honnête est 0 secondes. 0. Cette simple prise de conscience fournit le courage psychologique nécessaire pour couper les ponts et assumer le léger malaise social. Ce qui nous mène à la troisième étape, qui est cruciale, exécuter. Parce qu'il suffit pas de trier. Non, voilà, avoir fait le tri de ses vêtements en les posant sur son lit, ça sert à rien si on n'a pas conçu un système pour qu'il quitte la maison. Sans sac poubelle préparé à l'avance, sans connaître les jours d'ouverture des assos caritatives, la friction est trop forte. Et les vêtements retournent dans la penderie. Exactement. Et la même logique prévaut dans notre quotidien. S'en remettre uniquement à la volonté pour dire non chaque jour, c'est voué à l'échec. La volonté s'épuise. Il faut concevoir des routines, des limites claires qui rendent la poursuite de l'essentiel presque automatique. Et c'est là qu'on matérialise le contraste entre l'agitation et la productivité réelle. L'énergie dispersée, ce millimètre de progrès dans des millions de directions, devient subitement canalisé. Ce passage à l'action, ça implique de rejeter l'oppression mentale du « je dois tout faire » pour embrasser l'émancipation du « je choisis délibérément ce que je fais ». C'est accepter que chaque oui est implicitement un non à une multitude d'autres possibilités. Et en fin de compte, l'impact de ce tri, ça va bien au-delà de la simple gestion du temps. Il s'agit de la trajectoire globale d'une existence. Tu penses aux travaux de Bronnie Ware, c'est ça, hein? Oui, cette chercheuse australienne qui a accompagné des patients en soins palliatifs dans les dernières semaines de leur vie. Elle a analysé les regrets les plus fréquemment exprimés au seuil de la mort. Et le regret numéro 1? Le regret numéro 1, il n'a rien à voir avec l'argent ou la carrière. C'est « j'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non la vie que les autres attendaient de moi ». Waouh! Réaliser au crépuscule de sa vie qu'on a laissé les agendas et les attentes des autres dicter nos propres priorités, c'est la conséquence ultime du non-essentialisme. C'est une pensée qui donne vraiment le vertige et qui offre une perspective foudroyante sur nos propres habitudes. Un exercice mental tout simple s'impose alors. Si on jette un regard honnête sur notre agenda des 7 prochains jours, qu'on observe ses réunions, ses dîners de complaisance, ses appels programmés. Ouais, il faut se poser la question. C'est ça. Demandez-vous avec la plus grande sincérité qui a réellement choisi de remplir ces cases. S'agit-il d'engagements pris par dessein, minutieusement sélectionnés, pour apporter votre plus haute contribution, ou s'agit-il de choix par défaut, par peur de décevoir? C'est la question fondamentale. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.